Monsieur le procureur, maître, mesdames et messieurs les jurés, je me présente. Je me nomme Mohamed Mellah, j'ai 23 ans et je suis considéré comme un terroriste islamiste par l'État français, car j'ai tué 7 êtres humains et on est blessé 6 autres. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans le nord de Toulouse, dans le quartier Bellefontaine, qu'on nomme Bagdad, pour les gens qui ne connaissent pas. Par la suite, vu que le nombre des membres de la famille a augmenté, on a déménagé dans le nord de la ville, dans le quartier des Isards. Dans ce quartier, on était mélangé entre arabes, gitans et manouches. C'était pas toujours facile. Par la suite, après le divorce de mes parents, j'ai été confié à ma mère. Et elle va avoir beaucoup de problèmes pour l'éduquer. C'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, j'ai été placé en famille d'accueil. Et puis, d'une famille à une autre, c'était pas toujours facile, mais j'étais obligé de faire avec. Ouais, donc il faut dire qu'en fait, en 98, il passe dans un premier foyer, donc on le place. Donc, voilà. Alors il en fera 5 de ces foyers, donc un peu ce parcours classique de gosse qu'on jette comme ça, un peu n'importe où. Et alors, bon, nous ce qu'on sait des textes, c'est qu'il a eu au moins 3 travailleurs sociaux, comme on dit, qui sont occupés de lui particulièrement. Donc ça, on retrouve des papiers. Donc il y avait un éducateur de la protection judiciaire, de la jeunesse, et on a eu quelqu'un qui faisait l'association des quartiers. Vous savez, dans ces quartiers, il y a toujours des espèces d'animateurs. Et alors encore un autre animateur. Et d'après ces textes-là, bizarrement, ça se passait assez bien quand même. Exactement, j'ai suivi les classes préparatoires à l'école primaire La Bastide dans le quartier Bellefontaine, puis l'école Ernest Renan dans celui des Isards. Et puis à partir du moment où j'étais placé dans des familles d'accueil, j'étais obligé de changer chaque fois d'établissement scolaire. Oui, mais enfin on constate aussi en même temps des redoublements, exclusion, rébellion. Donc, mais en même temps, dès comme lui, je veux dire, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, je veux dire, c'est quand même, entre guillemets, relativement banal. Oui, mais ils sont fait renvoyer à cause d'une bagarre. Ouais, mais qui ne fait pas de bagarre à l'école? Enfin, je veux dire, c'est pas ça non plus, hein. Et donc, d'après même un de ses professeurs, donc il a des réelles, on note, il a des réelles qualités. Et même, son professeur d'art plastique, il dit qu'il a un réel talent pour la peinture, etc. Donc voilà, c'est quand même un gosse qui a des possibilités, donc qui est à ce moment-là quand même pas tout à fait perdu encore. Oui, mais la plupart de ces professeurs déplorent ses absences et son attitude grave, inadmissible. Bon, c'est vrai, c'était un peu ça, mais en revanche, pendant l'année scolaire 2004-2005, j'ai fait le CAFA des Arènes pour préparer un CAP de carrosserie. J'étais plus ou moins performant dans mon domaine. Hein. Oui, mais dans l'atelier, tu dérobes des ponceuses, des outils. C'était pas aussi grave que ça. Oui, c'est tentant, enfin, si là, bon, voilà, on peut un peu bosser à la maison, on n'a pas d'outils, voilà, je veux dire, on n'est pas encore dans un stade où on dit, voilà, c'est quelqu'un de complètement perdu. D'ailleurs, son patron, enfin, en carrosserie, là, il dit c'est un garçon qui a beaucoup de qualité aussi, donc c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose de ses mains, et qu'en plus très serviable, donc quelqu'un qui, voilà, tu lui demandes un service, tiens, tu un gars qui a un problème avec sa voiture, même après 8 heures du soir, bon, ben, il y allait, quoi. Donc, voilà, il y avait de ça aussi, donc c'est au départ quelqu'un qui a bon caractère. Mais je dis, quand on dit bon caractère, bon, en même temps, je voudrais dire que c'est quelqu'un à cette époque-là qui est quand même assez normal. Ouais. Vous aimez il aime des choses comme les jeunes de son époque. Il fait du sport. J'étais toujours fasciné par le football. Voilà. Et quand on jouait sous les bars, en bas des bars HLM, parce que je ne sais pas si vous connaissez ça, mais dans le sud-ouest de la France, les HLM, c'est des bars où il y a à peu près 3000 êtres humains qui y habitent. Donc plusieurs familles. Donc le jeu principal, c'était le football.
Et moi, puisque j'étais un peu grand par rapport aux jeunes de mon âge, on me donnait toujours à jouer gardien de but. Parce que d'un côté, j'étais grand et d'un autre côté, j'aimais très bien assurer les arrières de mes amis. Donc j'ai eu ma première licence en 95. Par la suite, j'ai joué dans le club d'Aucamville, puis dans le club des Arènes, et j'ai fini ma carrière comme gardien de but senior à CAP Aucamville. Oui, c'est un peu la carrière d'Albert Camus, quoi. Je veux dire, Albert Camus qui était gardien de foot au Football Club d'Alger. Hein, donc, et d'ailleurs, je cite Camus parce que être gardien de but, c'est spécial. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui assure les arrières, qui est là en dernier moment. Il avait un peu cette mentalité. Et Camus dit, pour dire aussi dans quelle mentalité ils sont, et quelle position sociale surtout, j'ai pris la position de gardien de but parce que c'est là qu'on use le moins les chaussures. Maître, vous vous éloignez quand même assez loin du dossier. On est ici pour juger un assassin, pas pour parler du football. Dans cette période-là, sa mère a déjà envoyé une lettre aux autorités. Et je cite, « La violence de mon fils est telle que je me trouve dans l'incapacité d'y faire face. » Alors, elle a plaint d'avoir été agressé physiquement par son fils. La même année, il jette des pierres sur un autobus, ce qui lui vaut une simple admonestation. En janvier, après, il tient tête à l'une de ses éducatrices du foyer, Maître Cardier, et lui donne un coup de poing. Elle était un peu conne aussi, il faut le dire. En 2006, il est poursuivi pour un vol de portable, de moto et des insultes contre l'autorité. Dans sa minorité. Il est condamné à 14 reprises par le tribunal pour enfants pour diverses affaires de dégradation, d'un manquement d'autorité ou de vol. Le 18 octobre 2007, lors d'un contrôle routier à bord d'un quartier de Toulouse, il est verbalisé au volant d'un BMW. Lors d'une procédure de comparution immédiate, Mohamed Merah, devenu majeur, est condamné à 18 mois de prison ferme pour vol avec violence sur une personne âgée dans le hall d'une banque. Il n'est emprisonné que 5 mois et demi à la maison d'arrêt de 6. Ils l'ont laissé libre trop vite. Il n'a pas été poursuivi assez dans son parcours criminel. Ça peut déjà expliquer beaucoup. Oui, mais en même temps, on dit il se pliait assez facilement à la discipline à l'époque, et alors il n'était pas du tout question de prosélytisme avec l'islam, etc. Donc on ne trouve aucune trace de relation avec des radicaux islamistes, quoi. Donc voilà, il est... Je continue. Ensuite, il est transféré à la prison Saint-Sulpice. En octobre 2008, il est libéré, de nouveau, profitant d'un placement extérieur. Ensuite, alors qu'il travaille plus ou moins activement dans diverses entreprises toulousaines, il refuse d'obtempérer à un contrôle policier forcé et, de nouveau, est réincarcéré à la maison d'arrêt de 6. Oui, pour moi, c'est là que ça se passe, quoi. Là, il y a un blocage parce qu'il trouve qu'il a été condamné, là, pour voler son permis de conduire. Qui n'a pas volé son permis de conduire, lève le doigt. Voilà, je dis... je ne conduis pas. Non, mais il écope de 18 mois ferme. Et là, il va le ressentir comme une vraie injustice. Et je crois que là, il y a une cassure réelle. Et effectivement, on constate, parce que j'ai les textes ici, que il va entrer en rébellion contre les institutions. Et lui, son chemin,
de la rébellion, enfin, le seul chemin qu'ils connaissent apparemment, c'est donc une lecture assidue du Coran, et il commence à se radicaliser. Hein, on a même noté que son frère Abdelkadar apporte un tapis de prière, et selon son co-détenu, ils étaient à deux dans la cellule, il commence à embêter tout le monde, il devient agressif. Donc c'est la première fois qu'on sent qu'il est dans une position où il est en train de basculer. Je trouve que là, c'est un point important. Il passe ses journées à écouter des chants islamistes et des appels au djihad. Donc il bascule relativement vite là. Donc tout d'un coup, tout en même temps est en train d'arriver maintenant. Ces chants islamistes, moi je ne connais pas très bien, mais... Je vais vous donner un exemple, messieurs et mesdames les jurés. Et vous me dites de vous-même si vous trouvez que c'était agressif ou pas. Vous, par exemple, quand vous partez à la messe le dimanche, le prêtre, les textes religieux... Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup ici, mais bon... Le prêtre, les textes religieux, il les récite en les chantant. On est bien d'accord, il y a toujours une connotation. Moi, ce que je disais, c'était de la sorte. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walhamdulillahi wa subhanallahi, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si on peut traduire ça en français, c'est-à-dire, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, on a le pardon et la force. C'est en aucun cas un appel au djihad ou un sens extrémiste de la chose. Excusez-moi, maître. Comme c'est gentil. Oui, mais en même temps... je trouve qu'il trompe très vite et on note que en 2008, à Noël, il fait une tentation de suicide, donc il se pend, il veut se pendre en tout cas, et il passe 15 jours à l'hôpital de Toulouse. Donc ça veut donc bien dire qu'il est tout à fait aux abois. Une tentative de suicide, je n'y crois pas. Il est devenu islamiste. La dernière chose qu'un islamiste fait, c'est de se suicider. Non, je crois que c'est un plan pour échapper aux prisons. Mal réussi, bien sûr, dans la période de Noël, dont il estimait d'avoir moins de contrôle. En juillet 2010, il se présente un après-midi au point d'information de la Légion étrangère de Toulouse. Mais à Blondon, le lendemain déjà, sans même à participer au test de sélection. Il avait pourtant l'intention de s'engager pour gagner l'Afghanistan et retourner son fusil contre ses camarades militaires avant de rejoindre les rangs des insurgés. Dis-nous, pourquoi tu voulais aller aux légions étrangères? Sans vous mentir, hein, moi je voulais approcher la légion étrangère, voire l'intégrer, pour pouvoir être au même niveau que les soldats français, qui pour moi, c'est eux les vrais assassins. Quand ils partent dans des pays en voie de développement où il y a un peu d'énergie, dans le but de comme quoi combattre le terrorisme et d'instaurer une pseudo-démocratie. Alors qu'il y a des enfants qui meurent chaque jour sous les balles de ces soldats. Moi, je voulais approcher ces soldats, les repérer et les tuer. Parce que pour moi, c'est eux les vrais assassins de ces enfants palestiniens, pakistanais et afghanistans. Oui, donc là, on constate vraiment que, en fait, c'est double échec. L'échec de parler à l'armée, plus que la prison peut-être, je crois que psychologiquement, on lui donne l'impression qu'il n'aura jamais sa place. Et c'est pour ça qu'il va transgresser complètement. Donc il n'aura pas sa place. C'est sûr que, de toute façon, dans nos sociétés, quand on s'appelle Mohamed, c'est difficile, c'est compliqué. On est déjà dans une espèce d'échec, dès le départ. Il y en a qui s'en sortent, mais je crois que pour la majorité, déjà, ça va leur peser toute leur vie. Et une
des solutions, et c'est pour ça que dans le monde entier on voit ça aujourd'hui, une des solutions que nous on comprend difficilement, on ne s'appelle pas Mohamed, hein. Tout d'un coup ils vont transgresser et ils vont faire un acte, une espèce d'acte absolu, transgressif, pour moi proche de la folie, mais ce sera leur réponse. Revenons aux faits. Le 24 février 2012, il est jugé une nouvelle fois pour conduire sans permis, ainsi que pour blessure involontaire, puis condamné à 1 mois de prison ferme, mais, encore une fois, laissé libre. Il a dans son casier judiciaire en 2012 18 faits de violence à son actif, dont 15 quand il était mineur. Et un total de condamnation s'élevant à 21 mois de prison. Il était cependant jusqu'ici considéré comme un petit délinquant. Oui, en soi, les actes à l'époque, c'est pas c'est des actes de délinquants, effectivement, mais c'est pas des grands actes extrêmement graves. Et donc, c'est vraiment le parcours de quelqu'un qui, en prison, va être confronté à d'autres islamistes et qui va apprendre et lire le Coran. C'est vrai qu'il a été à la mosquée à partir de 6 ans avec son père, mais j'ai pas l'impression que ça à l'époque, ça n'avait pas marqué. Son père. Quel exemple? Divorcé plusieurs fois. Une dizaine d'enfants à gauche, à droite. En plus, condamné pour trafic de drogue. Par exemple. Oui, mais encore une fois, pour moi, voilà, ça va être la prison, et je crois que pour moi, un des grands problèmes, c'est la prison dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'une prison, on ne va jamais en sortir mieux qu'on y est entré. Le 15 juillet 2010, il achète avec un carte bleue un billet aller et retour Paris-Damas. En août 2010, il se rend en Turquie, puis au Liban, ensuite en Israël, enfin en Jordanie. Après, il se rend en Égypte chez son frère Abdelkader. Le 13 novembre 2010, il continue et il débarque à Kaboul. La police locale le contrôle le 22 novembre à Kandahar et le remet aux forces américaines qui constatent que son passeport fait état du passage en Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Égypte. À la suite de cette interpellation, Mohamed Merah est placé par les autorités américaines sur la liste noire des personnes interdites au vol aux États-Unis. Ben là aussi, je veux dire que, bon, on savait ça, on connaissait ça, et je trouve que là, l'État a une responsabilité. Donc, pour moi, Mohamed Merah n'aurait jamais dû quitter le territoire français. Ils auraient dû l'intercepter, sachant, ils savaient, par les services de renseignement américains, ils savaient quelles étaient ses intentions. À l'époque, ça se savait. Et pour moi, l'État français a une grosse responsabilité là, au départ. Mais maître, vous avez oublié que j'étais français. Pour avoir un visa, n'importe quel français peut aller dans tous les pays du monde. Moi, c'était sans aucune difficulté que j'ai eu un visa touristique d'1 mois par l'État afghan. Donc j'ai passé 6 semaines, je suis parti à Guerra, puis à Lahore dans l'ouest du pays. J'ai vécu avec les gens, je me suis connecté avec les gens. Par la suite, je ne sais pas si vous connaissez les termes d'hygiène dans ce genre de pays, mais j'ai dû écourter mon séjour et rentrer d'urgence en France, parce que j'ai développé l'hépatite A. Et donc c'était le mieux pour moi de me faire soigner en France. Et là, je suis revenu en France. Oui, donc ça on le sait, on le voit, donc il a été hospitalisé à l'hôpital de Purpan. Et là, on remarque déjà une chose, c'est qu'il refuse d'être soigné par une femme. Tu as quelque chose contre les femmes? J'ai absolument rien contre les femmes. Même tout ce périple-là d'un pays à un autre, j'étais dans la recherche d'une femme pure. Une femme qui peut me protéger mes enfants, qui est pure, que je serai le premier avec qui elle pourrait faire une relation sexuelle, si on peut utiliser le terme. Par la suite, quand je suis rentré de ce périple,
En allant à la mosquée des Pradettes, avec l'imam, il m'a fait présenter un ami à lui, qui a une fille qui avait 17 ans et demi à l'époque, qui voulait se marier. On a fait le mariage religieux, et au moment de consommer mon mariage, je m'aperçois qu'il n'y avait pas de sang sur le drap. J'arrête tout de suite, je sors, et le lendemain, je la rends à son père. Et qu'est-ce qu'il a dit son père? Son père, il m'a dit que personne ne l'avait touchée, mais pour moi, puisqu'il n'y avait pas de sang, c'est qu'elle avait menti à son père. Elle n'est plus pure, elle a le péché en elle. Et donc, bon, dans beaucoup de cultures, c'est vrai qu'après la nuit de noces, il faut mettre les draps dehors pour montrer qu'il y a du sang. Et Mais comment tout ça a commencé? Retournons au début. Le 11 mars 2012, tu commis ton premier meurtre. Un sous-officier du 1er régiment du train parachutiste est assassiné à Toulouse d'une balle de 11,43 mm dans sa tête. Tiré à bout portant. Qu'est-ce que vous avez crié à ce moment-là? Tu tues mon frère, je te tue, sale fils de pute. Le 15 mars, 2 militaires du régiment de génie parachutiste à Montauban sont exécutés et une 3e gravement blessée. Et qu'est-ce que vous avez fait le soir même? Comme tous les jeunes du sud-ouest, sous les bars HLM, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais tout le monde a des bolides, des grosses cylindrées de voitures. Donc il y avait des BM, il y avait des Audi, on faisait du drift, donc on faisait des têtes à queue, des rangs, on faisait des queues de poisson, ça veut dire on faisait du bruit sur l'asphalte pour apporter les flics. Et à partir du moment où les flics venaient, on les trimballait sur la rocade, comme chez vous ici le ring. Et là, ils ne pouvaient plus nous arrêter, parce que les flics, ils s'arrêtent à 250 km à l'heure. Et ces bolides-là, ils peuvent atteindre même les 300. Donc c'était notre jeu préféré, quoi. Ça témoigne au moins de beaucoup de sang-froid. Le 19 mars, 3 enfants et un enseignant sont abattus à l'entrée et dans la cour de l'école confessionnelle juive à Toulouse. Le même jour, Mohamed Merah est identifié par la police comme le principal suspect des attentats. On le localise grâce à son adresse IP dans son ordinateur, mais malgré la surveillance policière, il parvient à sortir 2 heures avant l'assaut de police du RAID. Il téléphone avec plusieurs chaînes médiatiques et remet sa caméra à une amie avant de rejoindre son domicile. Et après, il y avait le RAID. oui, donc, là aussi, il faut dire que il s'enferme chez lui. Et là, le raid, c'est sûr que ne va lui laisser aucune chance. On a trouvé 3, 4, 500 balles. Donc, ils ont mis les gros moyens. C'était vraiment une attaque énorme. Donc, il n'a eu aucune chance. Je vois qu'il voulait vous rendre. Et, Ils ne m'ont pas laissé la possibilité. et donc, je crois que le ministre de l'Intérieur était là. Et donc, les ordres étaient vraiment de le tuer pour qu'il ne puisse pas avoir de procès. Justement pour... Il a quand même encore blessé 5 policiers. Oui, Mais on me tirait dessus, monsieur. on lui tire dessus vraiment au gros calibre. C'était vraiment le gros calibre et le but était vraiment de le tuer, ce qui fait qu'on ne voulait pas lui donner un auditoire, si vous voulez. C'était bien le but. Alors, on peut venir à l'accusation. Meurtre en série de 7 personnes. Des blessés par motivation religieuse et raciste avec préméditation. Bien préparé au sang-froid. C'est ça l'assassin qui est devant vous. Et dans quelques instants, je vais vous demander comment on peut condamner une personne comme ça. Est-ce que c'est un fanatique religieux? On sait que son parcours criminel a déjà commencé quand il avait 12, 14, 15, 16 ans. Avant d'être impliqué avec le Coran et tous ces trucs-là. Il était déjà sur le chemin d'être criminel. Pourquoi il a été dans les camps d'Afghanistan et tout ça?
C'était pour Juste- apprendre à manier les armes. Voilà. Pour tuer. Il ne voulait que tuer. Ce que vous avez devant vous, c'est un tueur. Un tueur, depuis presque toute sa vie, c'était dans sa tête. Alors, pour le condamner, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui donner 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans? Quand il sort, il va recommencer. Est-ce qu'on doit lui donner encore du change, mettre de l'argent dedans? On a déjà fait assez. Avec toutes ces familles de recueil, d'accueil. Toutes ces aides sociales. On l'a mis plusieurs fois en prison, on l'a libéré. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, ça a seulement aggravé la situation. Alors pour moi, il n'y a qu'une condamnation possible. C'est la peine à mort. Je donne le mot à la défense. Oui, bon, bah, c'est sûr que là, on va pas défendre. Il a avoué les assassinats, il a avoué les crimes, donc il n'y a rien à défendre à ce moment-là. Moi, je voudrais donc défendre parce que pour moi, il est fou. Donc, pour moi, c'est l'asile psychiatrique. C'est ça que j'aimerais développer. Pour moi, c'est le procès en fait de la religion fanatique évidemment, mais globalement de la religion. Nous sommes aujourd'hui les scientifiques que nous ont bien démontré, et chaque jour un peu plus, que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Après notre mort, c'est fini. Et ça peut être très bien ainsi. Sauf que, c'est vrai que je me rends compte aussi que de plus en plus, dans nos sociétés, comme la vie n'est pas très, très sympa et agréable, de plus en plus de gens ont besoin de croire en Dieu, sentent le besoin, et il y a même en augmentation, je dirais presque, des incroyants, même parmi vous, total, comme moi, il n'y en a peut-être pas, ou très peu, peut-être 1%, même pas. Je ne sais pas, qui est croyant dans la salle? Donc 1, 2, 3, 4, Et moi aussi, 5, maître. 6, pardon. Mais toi, tu es mort, donc c'est pas... Parce que déjà, c'est Dieu. Donc voilà, 8 sur... Et déjà, la majorité ici. Puis ceux qui disent oui, enfin, je ne crois pas, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a quand même... on entend souvent ça. Eh bien, nous avons donc... Ça veut dire que nous avons nos responsabilités face à Mohamed Merah, c'est-à-dire...